Resté bizarre volume 8. Donc on continue par rapport à la semaine dernière sur tous les disques que j'ai chinés ce dernier mois et demi. Alors je sais pas vous, mais moi en général la période de décembre et janvier c'est étonnamment, alors que voilà c'est censé être un peu des périodes de congé, des périodes de fête et tout ça. C'est des périodes où j'amasse énormément de disques. Voilà, je trouve quand même pas mal de choses. Euh, et, euh, et là, oui, donc c'est l'autre partie de ce que j'avais commencé à vous présenter la semaine dernière. Donc on va... Là, pour le coup, c'est vraiment le dernier disque que j'ai trouvé dans la... euh, j'ai dû le trouver il y a 2 jours à peu près, quoi. Et pour la petite anecdote, en fait, je l'ai trouvé à Gibert Joseph à Lyon. C'est suite à une conversation en fait que j'ai eue avec il y a quelqu'un qui est passé en fait à la maison pour gratter des bacs de disques que je revends. Et je lui ai conseillé donc un album de Bernard Benoît voilà, qu'il a fini par acheter. Je lui ai dit, ce disque-là, moi je l'ai trouvé en Bretagne quand j'y étais passé. Quand même difficile de trouver ces disques de cet artiste dans la région, même si c'est en général sur des gros labels. Et lui de me dire aussi, dans la conversation, on parlait d'autre chose, à Gilbert Joseph, on trouve plus rien. Et du coup, le lendemain, comme ça, un peu par hasard, je passe à Gilbert Joseph et je tombe sur donc l'album de Bernard Benoît, Prélude englouti. Voilà, en même temps avec une pochette de disque comme ça, je pense qu'il y avait de grandes chances qu'il reste très 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 longtemps dans les bacs. Et c'est marrant, il est dédicacé à l'arrière. Et en fait, c'est un disque exactement comme son album Regina, quoi. C'est vraiment Bernard Benoît, c'est quelqu'un qui a été très vite catégorisé la guitare en tant que guitariste celtique, on va dire. Et je pense que c'était une manière un peu, un peu facile en fait de le catégoriser. Ça l'a mis dans une petite case voilà, qui ne l'a pas permis d'avoir le succès qu'il mériterait. Mais musicalement, en fait, on est vraiment enfin, ouais, une musique hybride à la fois traditionnelle et à la fois expérimentale. En tout cas, il se lance il y a énormément de synthé en fait à l'arrière. C'est très planant, très onirique. Beaucoup d'instruments additionnels. Il y a même de la batterie. Il y a même sur ce disque-là. Voilà, il y a de la mandoline, synthétiseur, vibraphone, piano, clarinette. Voilà, c'est vraiment pas banal. J'ai fait un short sur l'album Regina qui vraiment est ce genre de petit disque qui coûte pas cher et qui mérite toute votre attention. Mais je pourrais même dire ça sur toute la discographie de Bernard Benoît. Voilà. Ensuite, du coup, les prochains disques, là, c'est toute une série. En fait, là, je crois que c'était en décembre, Stunty a passé des disques de musique hongroise, ou en tout cas d'une chanteuse. Un disque de Noël, en fait, voilà. Je vais vous le sortir tout de suite. C'est celui-ci, qui était dans une série, en fait, voilà. Il y a 2 disques de cette série-là qui existent, et c'est celui-ci vraiment qui est très, très intéressant. Et c'est la chanteuse, c'est Martha Sebestyén. Voilà. Ce disque-là, il est sorti dans les années 80 et on a aussi pas mal de synthé, une ambiance un peu planante. On a surtout une production extrêmement puissante sur ce disque-là. Voilà, c'est assez incroyable comme c'est enregistré. Globalement, c'est un disque pour enfants, avec 3 ou 4 morceaux mis au milieu, ouais, un peu planant, un peu répétitif, un peu onirique, hein, on va le dire encore, mais c'est vraiment la thématique de beaucoup de disques que j'ai chopés ces derniers temps.
Et voilà, et grâce à Stunty, donc je me suis un peu lancé voilà, de gratter un petit peu la scène de là-bas. Je suis resté un petit peu à la surface, hein, parce que c'est vraiment tout des disques voilà, des groupes majeurs, on va dire. Je suis pas allé vraiment loin, loin, loin dans le truc. Et voilà, il y a ce groupe, la Colinda, qui a un avantage pour nous, en fait, c'est qu'il a été... leurs albums sont sortis sur Hexagone, donc le label des gens de Malicorne. Donc, en gros, j'ai vu qu'il y avait un disquaire, donc Réglisse Records, en fait, dans mon coin, qui les avait quasiment tous. Donc, à prix, vraiment, il les faisait à 6 balles ou à 8 balles. Donc, je les ai pris. Et c'est excellent. Enfin, en tout cas, là, les Colinda, c'est vraiment, vraiment, vraiment génial, quoi. Et je me suis aussi penché sur son album solo à Martha Sebastian, qui a pour moi un des meilleurs titres voilà, qui s'appelle Free Orphans, et qui est vraiment un morceau magnifique de folk, vraiment planant, et elle a une voix assez incroyable sur ce morceau-là. Ça a l'air d'être un traditionnel, puisque ce morceau-là, Free Orphans, se retrouve sur plusieurs disques, notamment sur ce disque-là de Musicas, qui est en fait, qui est son groupe d'avant, le groupe qu'elle faisait avant dans les années 70. Et là, c'est pareil, on est vraiment sur ouais, de la folk ultra inventive, avec des morceaux très longs, comme Colinda, c'est pareil, c'est des morceaux de 10 minutes avec plein de parties. J'ai pas envie de dire prog parce que c'est pas vraiment ça, hein, mais il y a vraiment ouais, il y a vraiment une influence du zeitgeist de l'époque, quoi, vraiment de l'ère du temps. Voilà, on se laissait composer, on se laissait du temps pour étirer les idées et en faire succéder 5 ou 6 à l'affilée. C'est vraiment hyper bien, donc si vous avez l'occasion, jetez une oreille dessus. Ensuite, ça c'est un truc que j'ai trouvé au Emmaüs en face de mon taf, là où je vous ai déjà parlé, où je trouve généralement jamais rien. Et je suis tombé sur quelques disques, voilà, dont il y avait des disques de folklore russe, pour la plupart pas très intéressants. Et celui-ci m'a tapé un peu dans l'œil, déjà parce que c'est un disque récent. C'est un disque qui date de... voilà, c'est un disque sorti sur deux labels qui s'appelle Le Saule et Petite Planète. Alors attendez, j'ai mes notes là. Voilà, c'est sorti en 2014. Et en fait, c'est des compilations qui sont... le curateur, c'est Vincent Moon. A priori, c'est un gars qui doit un peu parcourir le monde pour faire un peu ce que faisait Folkways ou Okora, ou voilà, enregistrer les chants et les musiques diverses et variées de contrées un peu reculées. Et là, en l'occurrence, donc chanson de Russie, il est allé en Circassie, Ossétie et en Tchétchénie. Voilà. Donc là à l'intérieur, vous voyez, il y a une carte qui montre vraiment, vraiment précisément les régions où il est allé. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'on sort un petit peu des clous de ce qu'on peut s'imaginer comme être voilà, la musique folklorique russe. On est vraiment sur des épiphénomènes, quoi, des trucs qui sont vraiment de cette région-là précise. Et donc c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Il y a toute une série, voilà, sur ce label-là. J'ai pas encore trop plongé dedans. J'étais content de l'avoir trouvé. Voilà, il coûtait 1 balle, hein, c'est Emmaüs. Emmaüs, ça coûte 1 euro. Et il y a vraiment des morceaux magnifiques. Il y a notamment un morceau a cappella de chœur féminin avec un feu de bois qui crépite juste à côté. On entend autant le feu que le chant, ce qui est quand même assez génial. Ensuite, ça c'est un des rares disques donc neufs que j'ai chopé ces derniers temps. C'était un disque, l'original est dans ma wantlist depuis très très longtemps, depuis ouais, bien 10 ans. Le seul souci, c'est qu'il est extrêmement, extrêmement cher et que la majeure partie des copies se trouve au Japon. Donc j'en avais fait un peu mon deuil, jusqu'à ce qu'un ami me dise « Mais tu sais que le disque que tu aimes tant a été réédité par un label parisien ».
qui s'appelle We Want Sounds, donc qu'il a réédité cette année, enfin l'année dernière, en 2024, voilà. Et donc la chanteuse s'appelle Yoshiko Sai, et elle a plusieurs albums, et cet album-là s'appelle Mangekiyu, voilà, Mangekiyu. Désolé pour un accent japonais complètement pété en l'air. Voilà. Et en fait, ce disque-là, moi, en fait, il m'a intéressé au début, il y a 10 ans, quand j'ai commencé à vouloir m'intéresser à elle, par rapport à la pochette. Voilà, chose que je fais assez rarement, finalement. Voilà. Et là, vraiment, pour moi, c'est une des plus belles pochettes jamais produites, peu importe le style. Là, vous aurez du mal à le voir parce que ma qualité de webcam est vraiment mauvaise. Mais la photo est magnifique, quoi. Et on voit même le vent, en fait, dans les hautes herbes, le paysage à l'arrière et cette espèce de ciel divisé en deux, là, avec des couleurs vraiment pas banales. Et la mise en place, en fait, et puis la typo, surtout, voilà, qui est mise en place là. Musicalement, c'est proche de ce que pouvait produire Meiko Kaji, par exemple, pour citer un gros nom de la musique pop des années 70 au Japon. Elle a un petit côté aussi un peu baroque, en fait, dans ses orchestrations. Elle a aussi un petit côté proche de ce que produisait aussi cette autre grande chanteuse, plus blues, en fait, un peu la Janis Joplin de l'époque, qui s'appelait Maki, qui est quand si vous allez au Japon et que vous grattez les bacs de n'importe quel magasin, vous trouverez des disques de Maki dans tous les sens. Voilà. Moi, j'étais revenu avec 5 ou 6 albums d'elle. Tout n'est pas super, mais voilà, il y a vraiment des trucs super. Et donc, elle, c'est voilà, c'est un peu un mélange entre voilà de la pop. De la pop 60s à la Meiko Kaji, et puis voilà, un peu plus blues rock, voire limite un peu funky sur quelques titres de Maki, voilà. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment excellent. Ça, c'est un autre disque que j'ai chopé à la convention à Mâcon, là dont je vous parlais dans ma vidéo précédente. Et c'est aussi un disque, comme le disque précédent, que je cherchais depuis très très longtemps et que j'avais trouvé en fait une fois. Enfin, je ne l'avais pas trouvé. En l'occurrence, j'étais avec mon pote Vincent. On était à Berlin pour un concert et on grattait les bacs dans un disquaire à Kreuzberg, je crois, hein, évidemment. Et dans le back punk, je me dirige vers le back punk un petit peu comme ça, un peu par hasard. Et mon pote, voilà, arrive dans le bac avant moi et sort le disque, me regarde, me le montre. Et voilà, je lui ai dit juste bâtard, quoi. Parce que c'est vraiment un disque incroyable que je cherchais depuis longtemps. Et j'ai eu du mal à le retrouver. Ça doit faire, ouais, c'était il y a 10 ans, hein, je pense qu'il l'avait trouvé. Et voilà, donc je l'ai trouvé dans cette convention. Je ne l'ai pas payé non plus 10 balles, quoi. Je l'ai payé 30 euros. Voilà. Le vendeur était dur en négociation, quoi. J'ai eu du mal à lui faire baisser les prix. Toujours dit qu'il en est à nickel. Et donc The Mice, pour vous dire, je saurais vous dire d'où ils sont, mais c'est un groupe ricain. C'est entre la power pop et du punk, mais c'est vraiment un punk très mélodique. Si vous n'êtes pas trop punk, vous trouverez absolument pas voilà, il y a rien, il y a pas d'agression dans ce disque, et ça pourrait être un problème en fait si on les associe au punk. Mais vraiment, non, il y a vraiment un côté ultra énergique qui profite à la fois à leur côté power pop et à la fois à leur côté punk, quoi. Et leur côté punk, il est surtout notamment pour les paroles, quoi. Et le premier morceau du disque, qui est un petit peu un des tubes en fait de cet album, c'est Not Proud of the USA, et qui est un morceau qui a tout son sens aujourd'hui, surtout aujourd'hui, voilà. Et sur l'état des États-Unis déjà à l'époque. Cet album, il est sorti
Alors, je n'ai pas la date, mais il est sorti, je pense, ouais, en tout début des années 80, quoi. Et voilà. Donc, si vous aimez la power pop, jetez une oreille à ce disque de The Mice, qui est vraiment excellent. Ensuite, toujours à la convention de disques à Mâcon, j'ai trouvé ce disque-là, que je connaissais par la pochette, voilà. Le vendeur me l'a très bien vendu. Malheureusement, après les premières écoutes, je pense que je vais pas le garder. Euh, Parce que, ouais, je sais pas, donc c'est un groupe allemand. A priori, c'est le guitariste de Nina Hagen. Alors peut-être que si j'avais eu cette info là, ça m'aurait peut-être permis d'éviter de l'acheter, puisque c'est pas forcément, c'est pas, voilà, c'est pas un monde que je goûte trop. C'est pas une référence qui m'aurait parlé du tout. Toujours est-il que là, on est vraiment loin de ce que fait Nina Hagen. On est plus sur un rock 70s, un peu fourre-tout, un peu à la Zappa, quoi, vraiment avec plein de parties, très démonstratifs. Mais c'est pas exempt de moments vraiment de très mauvais goût, je trouve. Alors j'espère ne pas me faire gronder par les amateurs du groupe. Dites-moi si je me trompe ou pour me faire changer d'avis. Voilà. Mais bon, je vais lui laisser encore une chance ou deux et on verra s'il part dans mes bacs de revente. Donc la dernière vidéo, je vous avais dit que j'étais passé un peu quelques jours à Paris pour le Nouvel An. Et du coup, j'étais allé à Babaluma et ils avaient cet album de Michel Portal qui me manquait. Enfin, il m'en manque encore d'autres, hein, mais toujours est-il que celui-ci, je ne l'avais jamais croisé en brocante ou en disquaire. Et donc, c'est Desjardins Solo. Il était à un prix vraiment bas, puisque, bon, a priori, il était noté comme en état VG, quoi. Bon, il craquait un peu. Mais honnêtement, ça va, c'est pas non plus dingue. Et c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup ce disquaire, Babaluma. Je trouve qu'il pratique des prix vraiment plutôt intéressants. Et là, ouais, donc c'est un album solo, vraiment solo de Michel Portal, où en fait il va jouer, donc là il joue du sax alto, ténor, de la clarinette basse, la clarinette contrebasse, ténor, soprano, sopranino, du bandoneon et des percussions. Et ce qui est intéressant, c'est que plutôt que ce soit un album vraiment purement solo, c'est-à-dire on va dire un enregistrement live, voilà. Il a apporté des couches en fait sur certains moments, des couches d'instruments additionnels qu'il jouait lui-même. Donc c'est hyper intéressant. Et ouais, ça rappelle vraiment son univers assez particulier à Portal, qui vraiment le fait se démarquer de pas mal d'autres jazzmen français des années 70 et 80. Ça, c'est un disque que j'ai chopé au Puce du Canal. Voilà. En gros, vu la tronche du truc, voilà, c'était à 1 euro. Vu l'état dans lequel globalement la copie est, j'aurais pas pris ça si ça ne me parlait pas. Voilà, j'ai fait un short sur cet album de Darras et Deshumeurs qui s'appelle Temps, qui est pour moi une petite perle un peu de la pop française ciselée des années 70. Vous voyez cette pop qui était extrêmement composée et qui bénéficiait du son des super studios de l'époque. Donc là, je pense qu'on a un peu affaire à des requins de studio, quoi, des mecs qui vraiment, voilà, sans doute ne jouaient pas vraiment en live en fait, qui allaient vraiment composer leur espèce de pièces un peu de pop baroque avec plein de super musiciens. Et voilà. Et Danny Darras, je savais qu'il avait fait des albums solo, donc peut-être 2, grand max. Et j'étais jamais tombé dessus, et voilà, je l'ai chopé. C'est pas complètement incroyable, mais si on aime un peu la pop française des années 70, un peu aventureuse, c'est vraiment pas mal.
C'est surtout encore avec un super son, quoi. Et du coup, dans la continuité de ça, j'ai chopé ce disque à Sofa, donc un disquaire local que j'apprécie énormément. Cet album de Ilous, et donc qui renvoie un petit peu à cette scène pop française des années 70 dont je vous parlais. En fait, Ilous, vous le connaissez puisqu'il a fait un duo qui s'appelle Ilous et Décupier, et qui avait sorti un album sur Flamophone, qui est le même label que son album solo. L'album de Ilous et Décupier, c'est vraiment un album incroyable de pop à la française des années 70, avec une prod... c'est même mieux que tout ce que les ricains pouvaient sortir à l'époque, en fait, ou les anglais, hein, en termes de puissance sonore et puis d'orchestration. Et cet album d'Ilous, il est vraiment dans le même délire, quoi. Avec peut-être plus sa patte, quoi. Donc c'est intéressant, en fait, de voir que le duo Ilous et Décupier, désolé, difficile à dire, c'est une entité à deux têtes, et là de voir ce que c'est que en fait sa partie à lui, en fait, de vraiment lui tout seul, j'arrive maintenant à comprendre mieux l'album en duo, et à voir ce que Ilous avait à amener vraiment sur ce disque. Voilà. Et je l'ai pas encore écouté vraiment très, très attentivement au casque et tout ça, mais c'est vraiment des disques qui méritent d'être écoutés de cette manière-là, avec une bonne écoute. Ça, c'est encore un disque que j'ai chiné à 1 balle au Puce du Canal. C'est un disque, je sais, être voilà, très facile à trouver, surtout en France, puisque c'est un presse sur Art Folk, qui a dû être énormément diffusé à l'époque. Je savais aussi que c'était un disque pour quasiment 1 ou 2 morceaux seulement. Mais bon, à 1 euro, hein, on va pas bouder le plaisir. Et donc le morceau, c'est le morceau de Fassa, le premier morceau de Fassa, Rosemary, que je trouve absolument incroyable. Et vous pouvez l'écouter sur YouTube. Voilà, c'est globalement quand même de la musique, on va dire, folklorique, de Grande-Bretagne. Mais là, on sent quand même qu'ils sortent un petit peu des clous des thèmes traditionnels. C'est d'ailleurs un des rares morceaux qui ne soit pas un traditionnel sur le disque, ce morceau qui s'appelle Rosemary. Et on sent donc l'influence de la musique folk des années 70 de cette période. Ensuite, alors je fais vite, voilà, il me manquait un disque de la série des disques pour les mimes Pinocchio et Mato, composé par Dominique Laurent. Voilà, c'est un disque qui est donc sur Unidisc. C'est intéressant puisque contrairement à ce qu'il avait fait avant, en fait, Dominique Laurent pour Pinocchio et Mato, on est sur des instruments un petit peu plus, une instrumentation un peu plus dépouillée. Voilà, il y a un petit peu moins de choses qui se passent, mais il y a toujours une très bonne ambiance, quoi. Il y a toujours quelque chose qui se dégage de ces disques qui sont finalement pas compliqués à trouver, et puis surtout, comment dire, sans prétention. Voilà, c'est ça que j'apprécie beaucoup hein, dans ce genre de production française. Et oui, je crois, en ayant gratté un petit peu des infos sur le disque, qu'il a été samplé en fait pour des disques de hip-hop. Et c'est pour ça que celui-ci est quand même moins facile à trouver, puisqu'il voilà, tous les gens qui samplent le veulent, voilà, pour retrouver le sample originel d'un morceau de hip-hop assez connu a priori. Là, je vais parler de disques pour certains que j'ai pas encore eu le temps d'écouter, mais voilà, qui m'avaient tapé un peu dans l'œil en termes d'esthétique. Donc ça, quand vous voyez un disque comme ça dans les bacs, vous pouvez directement vous dire qu'on est sur une autoproduction en fait, ou en tout cas un disque voilà enfin, en tout cas il y a une personne derrière ça, quoi. Il y a vraiment si vous voyez par exemple que
Il n'y a pas de label, il y a juste une adresse perso qui est écrite derrière. Donc là, ça c'est un disque que je l'ai écouté vite fait. Je crois que musicalement, ça va pas me plaire, ça va pas me plaire du tout. En fait, c'est vraiment hyper convenu de la chanson française, assez, assez random, on va dire. Pourtant, je suis bien client, mais là, voilà, ça n'a pas l'air incroyable. Je réécouterai pour me faire un avis définitif. Mais c'est fait partie quand même de ces disques que je pense garder pour l'objet en lui-même. C'est rare que je fasse ça, mais parce que pour moi, la musique compte beaucoup plus que n'importe quel autre paramètre. Par exemple que la pochette, ou l'esthétique d'un groupe, ou le look des gens, ou voilà. La musique prime pour moi. Mais là, on est vraiment sur un objet très 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 original. Donc c'est une espèce de gatefold maison. Voilà. Avec une illustration complètement folle à l'intérieur. Là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, ça va peut-être être un petit peu flou. L'autre particularité, c'est que le disque sort par un fourreau qui est sur le côté, en fait. Pas du tout par... voilà, tout est collé à la main. On voit que l'objet est vraiment hyper personnel. Et ouais, voilà, c'est ce genre de truc. Je l'ai trouvé à 1 balle aussi au Puce du Canal, donc je n'ai pas hésité. Et l'autre aussi, c'est celui-ci, Fleur ou Femme, Pierre Blois. Bon voilà, avec un artwork comme ça, je pouvais pas le laisser passer, surtout 1 euro. Bon, je me doute que musicalement ça va pas être dingue. Même si il y a une mention de claviers et de synthétiseurs. Donc moi, c'est toujours un peu le truc qui fait que je me dis qu'on va sortir un peu des sentiers battus de la chanson française classique. Et ensuite, pour terminer, j'ai chopé ce disque de Claude Engel. Voilà, Claude Engel, je suis très très fan de son album qui s'appelle Fantasmagorie. Qui est son album solo qui était sorti en fait sur le sous-label Marginal, sous-label CBS, qui a sorti quelques petites sorties, pas grand-chose, mais voilà, qui avait cette espèce de volonté de promouvoir une scène un peu alternative de l'époque française. Je sais que bah voilà, Claude Engel, lui, il a joué, il a été sur des disques un petit peu importants de l'histoire de la musique française. Par contre, je savais que cet album-là, solo, qui date des années 80, il est un peu compliqué musicalement. J'ai pas encore écouté, mais on m'a dit que c'était pas ouf. La raison pour laquelle je l'ai pris, au-delà du fait qu'il était vraiment il était à 3 balles, c'est que à l'intérieur, il y a son... attendez que j'arrive à le sortir. Voilà. Il y a son dossier de presse avec une photo, une vraie photo argentique de lui. Le dossier de presse est hyper marrant parce que voilà, on sait pas trop si on est dans l'ironie ou dans le sérieux. Enfin voilà, il y a vraiment un côté. Et puis c'est intéressant. Voilà, ce genre de petits détails, c'est tout tapé à la machine, donc on voit que c'est fait un peu main. Et je crois que les disques Apache, en plus, c'était le label de Michel Berger. Bon, ça, moi, je m'en fous un peu, mais voilà, c'est marrant qu'ils soient retrouvés un peu dans ce gros label-là. Et là, sur le disque, donc, il y a Yannick Top et Didier Lockwood, voilà, qui jouent. Donc ça pourrait éventuellement être une plus-value, mais on m'en a dit vraiment globalement que du mal en fait de ce disque-là, voilà, qui avait un peu tous les oripeaux des années 80 dans la production et les trucs, voilà, je pense que ça ne me plaira sans doute pas, mais voilà, encore un disque que je garderai sans doute pour ce qu'il contient et le côté personnel, voilà, les petits ajouts, ce genre de petits détails qui moi me plaît quand je chine des disques en brocante ou en ressourcerie. Voilà, donc là j'ai fait une vidéo un tout petit peu plus courte que la semaine dernière, en espérant que ça vous ait plu. Donc je crois qu'avoir fait à peu près le tour de ce que j'avais trouvé en décembre et en janvier,
Et voilà, et là c'est reparti, on va relancer la machine pour continuer de gratter et d'essayer de trouver voilà, des petites curiosités françaises notamment, voilà, de France Bizarre. Et ben, en tout cas, merci de m'avoir écouté, et puis à une prochaine, et surtout, restez bizarres.